Je vais essayer de parcourir un peu cette histoire en commençant au 19e siècle et même un tout petit peu avant pour commencer, pour essayer de... Voilà, je pense que c'est important de partir un petit peu loin parce que ça va permettre de comprendre comment a commencé à structurer l'immigration et comment elle a évolué au cours du temps, hein, parce qu'on a, en fait, c'est une immigration qui a duré quand même un temps très très important, hein. La fin de l'immigration italienne, c'est à peu près 1965. Donc on va commencer au 19e siècle et on va aller progressivement jusqu'à 1965. Donc pour commencer mon propos, en fait, je voudrais vous montrer une image. C'est l'image d'un refuge. Alors ce refuge, il se trouve sur le col de Valdobia. Alors ce col, en fait, il se trouve entre le Piémont et le Val d'Aoste. Il se trouve en fait à la limite entre le Val d'Aoste et une petite région, un réseau de vallées qui s'appelle la Valsesia. Euh, alors ce refuge a été construit en 1823 à l'initiative d'un abbé qui s'appelait Niccolao Sotilé. En fait, il l'a construit pour permettre aux immigrants, hein, qui étaient déjà nombreux, hein, à prendre la route à cette époque-là, à leur permettre de se protéger en cas de tempête, de se reposer la nuit. Parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais ce col il se situe à 2480 mètres d'altitude. Donc les migrants, quand ils quittaient la Valsesia ou quand ils venaient d'un peu plus loin du Piémont, ils passaient au moins deux cols, hein, c'est-à-dire le col de Valdobia ou le col du Simplon, à peu près 2200, 2300 mètres d'altitude. Et après, soit ils se dirigeaient vers la Suisse et ils passaient le Grand Saint-Bernard, hein, là aussi à peu près 2500 mètres d'altitude, ou le Petit Saint-Bernard pour aller en France, 2000 mètres d'altitude. Donc, petit à petit, au cours du 19e siècle, hein, tous ces cols se sont dotés de refuges. Et alors, Niccolao Sotilé, ses parents sont origines d'une commune de la Valsesia qui s'appelle Rossa, hein, qui est une commune de montagne, hein, puisque c'est un réseau de vallées montagneuses. Mais par contre, lui, Niccolao, il est né en 1751 à Lyon. Il est né dans le quartier d'Enay, puisque son père, Carlo, travaillait en fait comme maître sculpteur en plâtre. Donc voilà, ce refuge, c'est un peu le symbole du lien très ancien qui unit Lyon et l'Italie. Et il nous montre aussi, hein, la construction de ce refuge au début du 19e siècle montre aussi les conditions extrêmement difficiles. Hein, il y avait régulièrement des morts, hein, lors de ces migrations, puisque en fait, ces migrations, elles se faisaient très souvent, hein, soit au tout début du printemps, soit à la fin de l'automne, donc à des périodes où déjà à 2000-2500 mètres d'altitude, hein, il y a beaucoup de neige, etc. Voilà. Alors, bien sûr, il existait déjà des diligences, hein, qui permettaient de relier Lyon à Turin, par exemple ici, hein, mais pour des petits paysans, etc., il était absolument impossible, hein, d'avoir recours à ce type de moyens de transport. Donc, ils étaient obligés, hein, au XIXe siècle, jusqu'à assez tard dans le XIXe siècle, hein, de faire une grande partie du trajet à pied. Alors pourquoi ces gens de la Valsesia rejoignent Lyon au XIXe siècle, hein. Alors ce qu'il faut voir, c'est que Lyon n'a pas de tradition de plâtre, elle n'a aucune tradition du plâtre. On ne construit pas en plâtre à Lyon, on n'utilise pas le plâtre dans la construction. Et à partir du XVIIIe siècle, le plâtre va commencer à se populariser pour les décorations d'intérieur. On va faire, par exemple, ça commence à être la mode des plafonds à l'italienne. Donc des plafonds en plâtre qui vont remplacer les plafonds à la française, qui sont des plafonds en caisson de bois. Et comme Lyon n'a pas de tradition de plâtre, eh ben, pour faire cette ornementation, il faut avoir une main-d'œuvre, il faut trouver une main-d'œuvre. Et on ne l'a pas à Lyon, donc on va commencer à faire appel alors, à une main-d'œuvre qui va venir du sud de la France, hein, où il y a une tradition du plâtre, mais aussi beaucoup à ces gens de la Valsesia qui se sont spécialisés dans les métiers du bâtiment. Alors, qui se sont spécialisés pour une bonne raison, c'est que la capitale de la Valsesia, c'est une petite ville qui s'appelle Varallo. Et à Varallo, à partir du XVe siècle, il y a un sacro-monte qui a été construit. Petit à petit, il a pris de l'ampleur. Il regroupe maintenant 45 chapelles et une basilique. Et donc, tous les paysans de la vallée se sont petit à petit spécialisés dans les métiers du bâtiment. Donc, ils sont à la fois paysans, mais aussi maçons, sculpteurs sur bois, plâtriers, peintres, maçons, etc., etc.
Et petit à petit, hein, ces paysans se sont mis, puisque ce sont des paysans qui vivent dans des zones très montagneuses, hein, où l'agriculture ne permet pas de vivre uniquement l'agriculture, ils se sont mis à pratiquer des migrations saisonnières, donc à quitter leurs terres une partie de l'année pour aller travailler d'abord dans l'arc alpin, hein, et puis petit à petit, hein, sous la pression démographique, grâce aussi à l'amélioration des moyens de transport, et ben petit à petit, ils sont allés plus loin, ils sont allés en particulier à Lyon. Donc voilà, on a la rencontre ici entre des compétences professionnelles qui se sont constituées en Italie et une demande liée au développement urbain à Lyon et à de nouvelles modes esthétiques, aussi de nouvelles modes liées à des questions de sécurité. Hein. Le bois, ça brûle, alors que le plâtre, ça brûle moins facilement. Donc petit à petit, on a de ces questions-là qui apparaissent. Voilà. Donc petit à petit, hein, donc voilà, par exemple, on a ici, on est avenue Jean Jaurès. Hein, on a l'impression que c'est une cheminée en pierre. En fait, c'est une cheminée en plâtre sculpté. Hein. Donc on a certains de ces artisans qui sont de véritables artistes. Hein. Ce sont des gens qui ont des compétences, dans certains cas, qui sont extrêmement poussées. Hein. Et certains vont petit à petit s'installer. Par exemple, ici, c'est Pierre Goulier-Mina qui s'est installé à Vèze, hein, et qui ne recrute que des ouvriers. D'ailleurs, c'est marqué, hein, Pierre Goulier-Mina et ses ouvriers valsésiens en 1880. On a ici une entreprise qui existe toujours, qui s'appelle maintenant Rolando et Poisson, à Saint-Fond, qui s'est, alors elle, spécialisée, puisqu'en fait, à Lyon, il y a une corporation des plâtriers peintres qui s'est spécialisée dans la peinture, et en particulier, puisqu'elle s'est implantée à Saint-Fond, dans la peinture de tout ce qui est charpente métallique. Et donc là, ils ont peint en particulier la charpente métallique de la halle Tony-Garnier au moment de sa construction. Donc ils sont au milieu de la halle Tony-Garnier. Hein. Donc voilà. Donc l'entreprise existe toujours. Hein. C'est une des plus grosses entreprises de plâtrerie peinture à Lyon. Hein. Voilà d'autres photos qui nous montrent ici un ouvrier à droite, à gauche, un ouvrier valsésian. Hein. Qui est arrivé à Lyon en 1894 à l'âge de 14 ans. Là, il est un peu plus âgé. Et d'autres entreprises. Hein. Petit à petit, on va voir tout un tas d'entreprises hein, qui vont s'implanter petit à petit. Hein. On est vraiment dans une pratique de migration saisonnière, mais petit à petit, au cours du 19e siècle, des têtes de pont vont se constituer à Lyon. Alors j'ai parlé assez longuement de cette immigration valsésiane parce qu'elle est, d'une part, elle est importante numériquement, hein, à peu près dès le milieu du 19e siècle, entre un quart et un tiers des plâtriers peintres, aussi bien ouvriers que patrons, sont italiens, hein, mais aussi parce qu'elle est représentative de l'immigration transalpine à cette époque. Hein. Donc il ne faut pas imaginer que les Italiens viennent de n'importe quel point de l'Italie, qu'ils viennent seuls, qu'ils sont isolés dans la ville. Hein. On a vraiment des filières migratoires qui associent une compétence professionnelle ou un ensemble de compétences professionnelles et une zone géographique, un réseau de vallées, un village. Et on trouve par exemple à Lyon des paveurs. Une bonne partie des paveurs lyonnais au XIXe siècle viennent pratiquement tous du même village. Ils viennent d'un village qui s'appelle Graglia. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'une grande partie de l'immigration à l'époque elle est piémontaise. Et elle est du nord du Piémont, donc la partie septentrionale du Piémont, qui est en fait, si on trace une ligne entre le nord du Piémont et Lyon, hein, c'est pratiquement la zone de l'Italie la plus proche, hein, c'est à peu près 250 km. Donc là, ils viennent du nord du Piémont, d'un village qui s'appelle Graglia, c'est à côté de Biella, c'est au nord de Turin, c'est un petit peu au nord de Turin. Et à peu près tous les paveurs lyonnais venaient de ce village ou de quelques villages alentours. Et ici, le personnage qu'on voit sur la gauche, hein, il s'appelle Amabile Maya. Au début du XXe siècle, il crée une entreprise de pavage qui va devenir une des plus grosses entreprises de BTP à Lyon, hein, Maya et Saunier. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont connu Maya Saunier. En fait, au départ, c'était une entreprise de pavage créée par un migrant saisonnier hein, qui habitait rue Masneau, un endroit où il y avait beaucoup d'Italiens, une des rues de Lyon où il y avait le plus d'Italiens. Donc on trouve des paveurs, on va trouver aussi des étameurs, des gens qui... Alors là, ce sont des migrants ambulants, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'ils ne s'installent pas à Lyon, ils se promènent de ville en ville ou de village en village, ou alors ils s'installent à Lyon et après ils rayonnent à partir de là à Lyon. Ils vendent des ustensiles étamés, donc qui sont recouverts d'étain, puisqu'on utilise encore beaucoup de vaisselle, par exemple métallique à l'époque. Donc il faut la protéger avec de l'étain. Ou alors ils rétament les ustensiles, c'est-à-dire ils remettent de l'étain. Alors ils deviennent fer blantier, puisque le fer blanc c'est
un métal qui est en partie de l'étain. Voilà, donc des entreprises qui vont se constituer, et en particulier, alors ici on a la rue de Marseille, et ici on a l'entreprise Mosoni, qui était au fin 19e siècle certainement une des plus grosses entreprises italiennes à Lyon, donc dans l'actuel 7e arrondissement. Ici, on voit l'église Saint-André, donc juste à côté de l'église Saint-André. On avait certainement une des plus grosses entreprises qui avait à peu près 70-80 ouvriers. Donc là aussi, une immigration, cette fois-ci plutôt ambulante, mais qui petit à petit va s'implanter et produire la création d'entreprises plus ou moins importantes. Souvent, c'était des tout petits artisans. On a aussi beaucoup d'ouvriers qui viennent pour travailler dans la soie, puisque Lyon est une capitale de la soie. Turin aussi est une capitale de la soie. Donc en fait, il y a des échanges de main-d'œuvre entre Lyon et Turin. On essaie de se débaucher les ouvriers, et en particulier les ouvrières. On a beaucoup d'ouvrières italiennes qui viennent travailler dans les métiers de la soie et qui surtout vont commencer petit à petit surtout à être embauchés dans les usines mécanisées qui commencent à se développer à la Guillotière, et en particulier à la limite de la Guillotière et de Villeurbanne. Donc le 19e siècle, c'est petit à petit la disparition des canuts, qui vont être remplacés par des grandes unités de production mécanisées, donc que ça soit dans le tissage, que ça soit dans tous les métiers, parce qu'il y a toute une série de métiers liés à la production de soie. Donc il y a beaucoup d'Italiennes qui vont s'installer à la Guillotière, à la limite de Villeurbanne. Alors si on revient au bâtiment, on a aussi des mosaïstes. Les mosaïstes, il n'y a pas de mosaïstes à Lyon au début du 19e siècle. Et les premiers mosaïstes qui s'installent, c'est Ange Morat, qui s'installe en 1839 et qui vient du Frioul. Alors là, c'est une migration qui est beaucoup plus lointaine. Le Frioul, c'est l'extrême nord-est, à la frontière avec l'ex-Yougoslavie et l'Autriche. Et là, on a en fait à peu près tous les mosaïstes de France et d'Europe venaient à peu près du même village. D'ailleurs, celui qui a relancé la mosaïque, c'est Facchina, celui qui a fait les mosaïques de l'Opéra Garnier. Donc il a fait ces mosaïques en 1860, ça a repopularisé, il a en plus inventé une nouvelle technique de pose, beaucoup moins chère, et ça a relancé la mosaïque. Et Morat venait du même village que Facchina, donc d'un village qui s'appelle Sequals, qui a un nom pas très italien, justement parce qu'on est à la frontière linguistique avec des langues germaniques et slaves. Voilà, donc que ça soit ici la crypte de Saint-Potin, que ça soit la crypte de l'église de Saint-Nizier, que ça soit une bonne partie des mosaïques de Fourvière, c'est la famille Morat ou d'autres mosaïstes frioulans qui ont fait ces mosaïques. Alors on a un autre type d'immigration, mais toujours saisonnière, toujours d'une immigration qui n'est pas destinée à s'implanter. On a aussi beaucoup de saltimbanques. On va avoir en fait toute une immigration qui vient alors qui est souvent pas d'origine piémontaise, mais il y a un certain nombre de Piémontais, mais on va avoir beaucoup de saltimbanques, alors de deux types, soit effectivement des montreurs d'ours, de montreurs de singes, montreurs de marmottes aussi. Alors là, souvent, les montreurs de marmottes, ils viennent de régions montagneuses. Ils vont dompter des marmottes qu'ils vont ensuite présenter. Mais voilà, on montre ici un montreur d'ours qu'on voit monter de la Grande Côte à la Croix-Rousse. Et donc, on a toute une immigration qui est aussi d'autres types de saltimbanques, des musiciens ambulants, énormément de musiciens ambulants, ici, qu'on appelle du terme à l'époque, au XIXe siècle, de piferari, parce qu'en fait, il joue d'une espèce de petite flûte italienne qui s'appelle le pifero, et ça devient le terme générique. On parle régulièrement de piferari. Alors, que ce soit les montreurs d'ours, montreurs de singes, piferari, etc., ils sont souvent considérés comme des vagabonds, des mendiants, parce qu'en fait, ils jouent dans la rue, donc ils ne jouent pas dans des salles. Ils sont souvent considérés comme des mendiants, régulièrement arrêtés, régulièrement condamnés, régulièrement expulsés.
Donc on a toute une population flottante, qu'on trouve d'ailleurs plutôt à la Guillotière, toute cette population flottante, parce que le contrôle policier est un peu moins fort, et qui vont à Lyon pour jouer. Et c'est vrai que les Italiens jouent un rôle important dans la diffusion de la culture, d'une subculture, en direction des classes populaires. On a aussi, alors je n'ai pas montré d'image, mais on a aussi ce qu'on appelle des figuristes, des mouleurs en plâtre, qui fabriquent en fait des petits moulages en plâtre, des petites sculptures en plâtre, et qui les vendent dans la rue aussi. Et là aussi, ils sont beaucoup installés à la Guillotière. Et en fait, que ce soit les musiciens ambulants, que ce soit les montreurs d'ours, que ce soit ces mouleurs en plâtre, etc., ils diffusent auprès des classes populaires une culture qui est, à l'époque, inaccessible. Les ouvriers ne vont pas dans les musées, ne peuvent pas aller dans les spectacles un peu relevés, etc. Donc, une partie de la culture, elle se diffuse dans la rue, grâce en particulier, pas seulement, mais en particulier à ces migrants italiens. Alors, on le voit, au XIXe siècle, l'immigration italienne, c'est un monde extrêmement mouvant, marqué par une mobilité très importante, mais aussi qui est très fragmentée. C'est-à-dire qu'on a des petites communautés migrantes qui dorment souvent dans les mêmes garnis. On prend un garni, on va retrouver des mosaïstes frioulants, des plâtriers de la Valsesia, des figuristes. Alors les figuristes, ils viennent de la province de Lucques, ils viennent de loin, ils viennent de la Toscane, qui n'est pas encore la Toscane. Donc ils viennent de très loin. Donc c'est une immigration qui est extrêmement fragmentée, même si une petite communauté, pas communauté, qu'on appelle à l'époque, on parle de colonie italienne, une petite colonie italienne commence petit à petit à voir le jour, en particulier à partir de 1861, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'avant 1861, ces gens-là, ils ne sont pas italiens. Ils viennent du duché de Parme, ils viennent du duché de Lucques, ils viennent du royaume des deux Siciles, ils viennent du royaume de Sardaigne, etc. Mais ils ne viennent pas d'Italie. Il faut attendre 1861 pour que l'Italie devienne un royaume unifié, et encore, il n'est totalement unifié qu'à partir de 1870. Et c'est à partir de cette époque qu'on voit commencer à apparaître les premières associations italiennes. Ici, on a la Société italienne de secours mutuel et de bienfaisance, qui est créée en 1865. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais en fait, ce qui est assez intéressant dans cette société de secours mutuel, c'est aussi qu'on voit que petit à petit, il y a une notabilité qui a émergé. On commence à voir des figures de gens qui ont pas les mêmes, qui ne sont plus des ouvriers, des migrants qui viennent pour récolter quelques sous. On commence à avoir, par exemple ici, on voit peut-être pas bien son nom, mais on voit Isaac Casati. Le Casati, c'était un des grands cafés, les grands cafés du centre de Lyon. En fait, Casati, la famille Casati, elle arrive au XVIIIe siècle, ce sont des fabricants de chocolat. Sauf qu'au XVIIIe siècle, le chocolat se boit chaud et liquide. Donc pour le boire chaud et liquide, il faut avoir un lieu. Donc ils commencent à créer des cafés qui vont être les grands cafés, là, fréquentés par la bourgeoisie lyonnaise. Il y a Maderny, il y a Casati, etc. On voit ici aussi le baron Vita. Vita, c'était un négociant de soie, devenu banquier, qui est présent dès 1840. En fait, cette immigration ouvrière de la soie, elle va être suivie d'une immigration aussi de négociants qui vont s'installer à Lyon. Il y a un certain nombre de négociants italiens qui s'installent à Lyon. Et pour la petite anecdote, le baron Vita, il se crée un hôtel particulier qui est devenu, pour ceux qui le connaissent, l'hôtel du gouverneur militaire. Voilà, donc ce qui est un bel hôtel particulier, donc ce qui veut dire qu'il avait quand même pas trop mal réussi dans la vie. Donc c'est un des plus grands notables de cette colonie italienne. Après, on en a d'autres, comme la famille Mangini, qui ont des entrepreneurs très importants, mais les Mangini vont s'éloigner très très rapidement, ils vont s'intégrer très rapidement à la bourgeoisie lyonnaise et s'éloigner très très rapidement de cette colonie italienne dont ils ne veulent pas spécialement entendre parler. Donc cette société de secours mutuel, elle réunit petit à petit une notabilité. Elle a aussi pour but justement de promouvoir l'idée d'une nation italienne,
chose qui n'est pas du tout évidente pour les migrants qui arrivent. Ils viennent de la province ils viennent du duché de Luc, de petits villages qui sont souvent très isolés. Pour eux, le fait d'être italien, pour l'instant, en 1860, souvent, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc petit à petit, on est dans la pédagogie nationale qui se crée. Même si ce n'est pas toujours simple. Alors il y a d'autres choses qui vont apparaître. Il y a des sociétés musicales italiennes qui naissent. La première, elle naît en 1860. On a peu d'informations. Les archives ont peu de choses. Par contre, là, en 1883 naît l'Union musicale italienne. Alors là, c'est en petite formation. Ils sont à peu près 150-200. Donc c'est des grosses sociétés. Alors l'Union musicale italienne, elle naît donc en 1883. Le problème, c'est qu'elle éclate très rapidement. Dès 1884, en fait, non, en 85, 2 ans plus tard, elle organise une fête en l'honneur des indigents italiens de Lyon. Le tout, c'est que pendant cette fête, dans la salle qui accueille cette fête, elle décide d'orner cette salle du portrait de Giuseppe Mazzini, qui est un fervent républicain. L'Italie est alors une monarchie. Et d'orner la salle aussi d'un drapeau rouge. Donc là, les notables qui ont soutenu la naissance de l'Union musicale italienne quittent, l'ensemble de ces notables quittent l'Union musicale italienne, et l'année suivante naît l'Harmonie italienne. Alors là, on est 242 avenue Jean Jaurès, avenue de Saxe, donc c'est au niveau de l'avenue Jean Jaurès maintenant. On est dans le 7e arrondissement. Donc va naître l'Union musicale italienne, et c'est là où on voit que petit à petit, les questions politiques vont petit à petit pénétrer dans cette immigration. On a l'Union musicale italienne qui est plutôt de sensibilité républicaine et même républicaine socialiste. D'ailleurs, pour le 14 juillet, elle intervient dans le 3e arrondissement, parce qu'elle est localisée dans le 3e arrondissement. Elle intervient à côté des sociétés musicales françaises pour fêter le 14 juillet. Donc c'est montrer un soutien à l'idée républicaine. Alors que l'harmonie italienne, elle, reste une harmonie à caractère monarchiste et plutôt conservatrice. Même si après, les ouvriers, parce que ce sont essentiellement des ouvriers qui font partie de ces sociétés musicales, eux n'adhèrent pas nécessairement à ces sociétés uniques pour des raisons politiques. Mais petit à petit, ce sont des sociétés par lesquelles passent les questions autour de l'identité italienne, quel régime pour l'Italie, etc. Voilà, donc ça là, cette fois-ci, c'est l'harmonie italienne, mais en grande... c'est l'ensemble des musiciens qui se réunissent ici pour la Festa dello Statuto, qui était la fête nationale italienne à l'époque. Donc il y avait une grande fête qui était organisée à ce moment-là où jouait l'harmonie italienne. Et voilà, donc par exemple, ici on voit 2 programmes, un de l'harmonie italienne, l'autre de l'Union musicale. Donc l'une était 242 avenue de Saxe, l'autre était à ce moment-là rue Vauban, mais elle était passée par la rue Masneau avant, et elle avait été créée au début rue Villeroy. Donc on est vraiment dans ce quartier de la Guillotière. C'était vraiment un lieu central de l'immigration italienne petit à petit. Alors il y a un autre lieu central qu'on n'imagine pas trop, c'était autour de la rue Mercière. Et d'ailleurs, toujours pour parler de questions politiques, à la fin du 19e siècle, il y a un migrant italien qui crée la première section du Parti socialiste italien à Lyon. Et cette section du Parti socialiste italien, elle est installée rue Mercière. Rue Mercière qui est, à l'époque... alors, aujourd'hui, on a du mal à l'imaginer, parce que c'est devenu un lieu de tourisme, etc. Mais jusque dans les années 70-80, c'était une portion du quartier de la Presqu'île, de la Presqu'île qui était relativement dégradée, donc, et qu'il était depuis déjà des décennies. Et donc, il y avait beaucoup d'Italiens qui étaient, que ce soit rue de la Monnaie, rue Mercière, etc. C'était un autre centre de l'immigration italienne au XIXe siècle. Alors, la création d'associations nationales n'empêche pas l'existence de petites associations locales. Ici, c'est la société Unione di Scopa. Scopa, c'est un village de la Valsesia. Alors, eux, c'est une toute petite association. Ils ont un local. Ils achètent du vin en gros pour pouvoir avoir un café. Ils jouent aux cartes, etc. Mais ça leur permet d'acheter du vin moins cher
puisque l'objectif pour ces migrants qui sont des migrants saisonniers, encore pour une grande partie, c'est d'économiser de l'argent pour le ramener dans leur village. Donc l'objectif, c'est pas de dépenser des sous, donc on essaye, et puis ça permet de garder ce sentiment d'être dans son village, même si on est assez loin. Voilà, ici par exemple, Disney des Broussouins, c'est aussi, en fait, c'est le village de Molia, toujours dans la Valsesia. Dans le patois local, on les appelle les Broussouins, donc c'est pour ça que... et en fait, voilà, donc une quarantaine d'habitants de ce village qui sont à Lyon et qui font un banquet pour... et de même, ici, les conscrits au Solani. Alors, le Val d'Ossola, c'est là que venaient les étameurs dont je vous ai parlé. Donc là, c'est vraiment l'extrême nord du Piémont. C'est au pied du Simplon. Et là, donc, il y avait un certain nombre de villages qui alimentaient cette immigration des étameurs. Et on voit là qu'ils se réunissent à l'occasion des conscrits. Voilà. Donc voilà, le paysage est relativement éclaté. Donc c'est à la fois des filières migratoires très très spécifiques, mais en même temps, petit à petit, les questions liées à l'unité italienne, petit à petit, pénètrent dans cette immigration. Alors, j'en viens à la fin du XIXe siècle, parce que la fin du XIXe siècle, c'est un moment d'évolution extrêmement forte dans cette immigration italienne. Alors pourquoi est-ce que c'est une immigration, c'est une évolution extrêmement forte? Alors d'une part, parce que de nouvelles filières migratoires apparaissent à l'époque. Des nouvelles filières migratoires, alors je vous disais, on avait surtout des gens qui venaient du nord du Piémont, et on avait quelques petites filières migratoires qui venaient du Frioul, qui venaient de la province de Lucques, etc., etc. Donc toutes petites filières. Mais là, on voit commencer à apparaître des filières très différentes et nouvelles, et surtout venant de régions qui n'ont pas de tradition migratoire. C'est là qui est différent, c'est-à-dire que toutes les régions dont j'ai parlé jusqu'à présent, c'était des régions dans lesquelles, des fois, depuis plusieurs centaines d'années, on avait des traditions migratoires, c'est-à-dire que quitter son village n'était pas nécessairement quelque chose de traumatique, parce que les générations précédentes l'avaient fait, les générations suivantes allaient le faire, et d'ailleurs, l'objectif, c'était pas de quitter son exploitation, c'était juste d'aller chercher un petit peu de sous pour les ramener dans l'exploitation, pour pouvoir, au contraire, la sauvegarder. Par contre, à la fin du XIXe siècle, c'est une grande crise mondiale, la première grande crise moderne, qui va mettre en péril énormément d'économies locales. C'est l'époque aussi de l'ouverture, grâce au chemin de fer, grâce aussi à l'ouverture douanière. Il va y avoir de la concurrence venant de produits d'autres régions ou d'autres pays. Et en fait, on a des régions d'Italie qui vont rentrer en récession de manière extrêmement violente et qui va provoquer de nouvelles migrations. Alors, il y en a qui viennent du Piémont, d'ailleurs. C'est par exemple du Canavese, c'est toujours au nord, c'est au nord-est de Turin, qui n'a pas spécialement de tradition migratoire, où on va les voir arriver brutalement à partir de 1880-90. Mais ce qui est vraiment très nouveau à Lyon, à cette époque-là, c'est l'arrivée de migrants qui viennent de la province de Frosinone, qui ne s'appelle pas la province de Frosinone à l'époque, mais bon, qui est l'actuelle province de Frosinone. C'est une province qui est au sud de Rome, plus exactement entre Rome et Naples. Donc une immigration beaucoup plus méridionale et qui vient d'une région qui est en pleine déroute économique. L'essentiel de ces migrants vont partir aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, au Venezuela, etc. Mais une petite filière migratoire va se constituer en direction, en particulier, des verreries lyonnaises. Et ça commence même d'ailleurs de manière assez difficile, parce que, en fait, ce sont des hommes qui parcourent les villages de cette région qui s'appelle la Ciociaria, qui parcourent les villages de cette région et qui louent des enfants pour aller travailler dans les verreries lyonnaises, où ils sont embauchés comme gamins, c'est le terme. Voilà, donc on voit ici une verrerie de la région lyonnaise où on voit ces enfants qui travaillent. Alors on le voit un tout petit peu mieux dans cette voilà. Donc par exemple ici on a un ouvrier qui souffle une bouteille dans un moule, et en fait l'enfant par exemple va tenir le moule et ouvrir le moule une fois que l'ouvrier a soufflé. Donc ce sont des enfants qui sont souvent qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, extrêmement dures, avec déjà la chaleur, les brûlures, etc. Il va y avoir des mobilisations d'ailleurs d'associations caritatives italiennes qui viennent à Lyon
pour essayer de mettre fin, parce qu'on a des enfants qui ont des fois 9-10 ans, hein, normalement on ne peut pas travailler avant 13 ans, et des enfants qui ont 9-10 ans qui travaillent, d'ailleurs pas seulement des garçons, hein, des filles aussi, et donc ils vont essayer de mobiliser les pouvoirs publics pour essayer de mettre fin à ce trafic d'enfants en direction de Lyon. Ce qui montre vraiment le dénuement dans lequel étaient les gens de cette région. C'est une des régions qui a la plus forte immigration à la fin du 19e siècle. Donc on voit à quel point elle est en pleine déroute économique. Alors, au début du XXe siècle, cette immigration d'enfants, ce trafic d'enfants va prendre fin. Par contre, en fait, c'est le début d'une grande filière migratoire qui va jouer un rôle essentiel dans l'agglomération de Lyon. Il y a énormément d'immigrants italiens qui viennent de cette province de Frosinone, de villages comme San Vittore del Lazio, comme Rocasec, comme Arpino, comme Isola del Liri, Castrociello, etc., etc. Donc, toute cette région va alimenter très fortement l'immigration lyonnaise. Beaucoup vont d'ailleurs, donc comme je le disais, dans les verreries, en particulier les plus grosses verreries sont à Gerland. Et en particulier au nord de Gerland, dans le quartier de la Mouche, qui compte certaines rues de Gerland au tout début du XXe siècle vont compter entre 25, 50 et même une des rues, 70% d'Italiens. Donc on a déjà une concentration, c'est certainement à Gerland qu'on a la plus forte concentration italienne de l'agglomération lyonnaise au début du XXe siècle. Alors à Villeurbanne aussi, on commence à voir une nouvelle immigration liée là aussi au développement de grandes industries, parce que c'est ça, cette nouvelle population, elle est liée au développement de grandes entreprises qui n'ont plus besoin d'ouvriers saisonniers, au contraire, elles sont fortement mécanisées, donc si on veut rentabiliser les machines, on ne va pas faire travailler les gens une partie de l'année et puis arrêter les machines une l'autre partie. Donc il faut des gens qui sont stables, donc des gens qui viennent s'installer. Et justement, ces gens-là, ils n'ont plus rien pour vivre dans leur pays, donc ils viennent pour s'installer à Lyon, avec toujours l'espoir de repartir, mais très souvent, beaucoup vont s'installer et ne pas repartir. Donc à Villeurbanne aussi, il y en a beaucoup qui viennent, du Canavese en particulier. Et alors, ce qui est assez étonnant à Villeurbanne, c'est qu'à l'époque, les usines de textile qui se développent dans la continuité de la Guillotière, elles embauchent essentiellement des femmes, ce qui fait que l'immigration italienne à Villeurbanne est à peu près à 55% féminine. Donc il y a plus de femmes que d'hommes. Donc quand on dit l'immigration italienne ou l'immigration, c'est surtout des hommes, non, là en l'occurrence. Et ce qui est surtout très surprenant, c'est que quand on prend les femmes en âge de travailler, donc à partir de 13 ans, 85% des femmes qui sont présentes, des femmes italiennes qui sont présentes à Villeurbanne en 1906, travaillent. Donc là aussi, une remise en cause complète de l'image de la femme qui est au foyer, de l'homme qui travaille, etc. Là, on est vraiment dans une immigration de femmes qui travaillent. Et voilà, donc on peut le voir ici. Voilà, ça c'est une des usines importantes qui s'appelait l'usine Villars, une usine de chape. La chape, c'est du déchet de soie. Donc en fait, ils recyclaient du déchet de soie pour tisser, pour faire donc l'usine Villars, qui est dans le quartier de Croix-Luisac, qui va devenir un des quartiers centraux de l'immigration italienne à Villeurbanne. Alors deuxième élément important de la fin du XIXe siècle, qui rompt avec la période précédente, c'est le développement de la xénophobie. D'une part, parce qu'il y a une grande crise économique, comme je l'ai dit, qui va toucher aussi Lyon. D'autre part, parce qu'on est dans des évolutions. Les États se nationalisent de plus en plus. La question de la nationalité devient fondamentale dans nos sociétés à partir de la fin du XIXe siècle. D'ailleurs, la première loi en France qui utilise le terme nationalité, c'est 1889. C'est pas si vieux que ça. Donc la question nationale devient fondamentale dans nos sociétés et conjointement se développe aussi une xénophobie qui va se concentrer sur les étrangers et en particulier à Lyon où les étrangers ce sont surtout des Italiens. À la fin du XIXe siècle, 60% des étrangers ce sont des Italiens. Et ce sont eux qui vont en subir les conséquences. Donc en particulier par exemple chez les plâtriers peintres où il y a beaucoup d'Italiens, on va commencer à avoir des manifestations, des pétitions pour demander à ce que, en particulier sur les chantiers publics, que les Italiens ne puissent pas travailler sur les chantiers publics. D'ailleurs, le syndicat des plâtriers peintres va, à partir de 1885, refuser de syndiquer les Italiens, ce qui va créer une scission. Il y a un syndicat cosmopolite des plâtriers peintres sous l'impulsion d'anarchistes, de plâtriers anarchistes, qui va se constituer et qui va, lui, au contraire, syndiquer les Italiens. Donc on a des conflits, on a des bagarres, en particulier à Saint-Fond,
Saint-Fond, on a dans certains cafés de Saint-Fond, on a des bagarres générales entre Français et Italiens. On a un climat qui se constitue de défiance vis-à-vis des Italiens et qui va se développer et qui va avoir un moment de tension particulière, même plus que de tension, de grande violence. C'est en 1894, c'est l'assassinat de Sadi Carnot, le président de la République, qui est venu à Lyon pour inaugurer la grande exposition universelle qui se tient alors au parc de la Tête d'Or. Sadi Carnot remonte la rue de la République et il est assassiné par un anarchiste italien. Assez rapidement, la population qui s'est massée, on le voit ici sur le dessin, qui s'est massée autour de la rue de la République, apprend que l'assassin de Sadi Carnot est un anarchiste. Donc, les violences vont commencer très très rapidement, dès le 24 au soir. On commence à avoir des violences qui vont toucher ces grands cafés dont je parlais. Donc, en particulier, le café Casati, c'est le premier qui est attaqué. Donc ici, on voit un dessin qui reproduit, je ne sais pas fidèlement, je ne sais pas, mais voilà l'ambiance en tout cas de cette... Donc, le café Casati et un certain nombre de grands cafés italiens du centre-ville sont attaqués. Alors les forces de l'ordre vont assez rapidement maîtriser le centre-ville, d'autant plus que rue de la Barre, donc la petite rue qui relie le pont de la Guillotière à la place Bellecour, c'est là que se trouve le consulat italien à cette époque-là. Donc le consulat italien menace d'être attaqué, donc il est sécurisé, mais assez rapidement, les manifestations se déplacent vers l'extérieur, et en particulier vers la Guillotière, au cri de « à bas l'Italie »,« à mort les Italiens »,« allô les macaronis », terme qui commence à se populariser, le terme macaroni. On utilise peu le terme de Rital à Lyon, mais beaucoup le terme de macaroni. Alors là, c'est un terme qui commence à apparaître à cette époque-là. Et donc, il se dirige vers la rive gauche. Et là, tout ce qui a un nom italien, y compris quand l'artisan ou le commerçant a le malheur d'être tessinois, donc de venir de la Suisse et avoir un nom italien, tout ce qui a un nom italien est attaqué. Donc, voilà, là aussi, une image qui est certainement assez fidèle, rue Chaponnet avec IS, bon, c'est pas grave. Les magasins sont attaqués, les manifestants sortent tout et mettent le feu à tout ce qui a été sorti. Dans certains cas, quand la maison est autonome, qu'elle est isolée, c'est carrément le bâtiment qui est incendié. Et en tout, ça fait... on a compté moi j'ai compté à peu près, voilà la répartition sur la carte. Ici, on a Bellecour, ici, on a la rue de la Guillotière, etc. On a le cours Gambetta. Voilà, c'est à peu près 110 à 120 magasins italiens qui ont été saccagés sur l'ensemble du territoire de l'agglomération lyonnaise. En particulier, on le voit ici, alors un certain nombre aussi donc à la Croix-Rousse, mais ce qu'on voit ici, c'est vraiment le 3e, 7e, 6e, qui sont extrêmement marqués par ces attaques anti-italiennes. Alors, il y a eu peu de violence contre les personnes. Il y a eu des bousculades, il n'y a pas eu comme l'année précédente, en 1893 à Aigues-Mortes, il y a à peu près 12, c'est les chiffres officiels en fait, on n'a jamais bien su, mais il y a à peu près 12 Italiens qui sont assassinés lors de violences collectives contre des Italiens. Il n'y a pas de tués à Lyon. Par contre, il y a une extrême violence contre les biens. Beaucoup d'Italiens vont quitter Lyon dans les jours qui suivent, parce que ça a duré 3 nuits en fait, ça n'a pas duré une seule nuit, ça a duré 3 nuits. Beaucoup quittent Lyon dans les jours qui suivent, d'une part parce qu'ils ont peur pour leur vie, et d'autre part parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations aussi dans les usines pour demander le renvoi des ouvriers italiens. Donc beaucoup se retrouvent totalement dans le dénuement. Certains sont renvoyés par leurs logeurs, et donc ils sont obligés de quitter Lyon dès le 24. Il y a des milliers d'Italiens qui quittent Lyon dès ce soir-là. Voilà. Donc un grand moment de violence qui est vraiment le signe justement de cette défiance qui est en train de se constituer entre Lyon, entre les Français et les Italiens. Alors, il va y avoir une accalmie quand même au début du XXe siècle, d'une part parce que la crise économique cesse à la fin du XIXe siècle. D'autre part, il y avait aussi des éléments d'affrontement qui étaient liés à l'éloignement diplomatique entre la France et l'Italie. La France et l'Italie étaient devenues ennemies d'une certaine manière à la fin du XIXe siècle. Elles se rapprochent diplomatiquement au début du XXe siècle. Donc les choses s'améliorent.
Par contre, il y a un nouvel événement qui va complètement bouleverser cette immigration, c'est la Première Guerre mondiale, puisque on a d'une part, première chose, on a la mobilisation générale, hein, qui fait que les usines vont s'arrêter très brutalement dès la mobilisation. Hein. Donc beaucoup d'Italiens qui vont se retrouver dans le dénuement pendant plusieurs semaines. Hein. Surtout que c'est difficile de rejoindre l'Italie alors que l'ensemble des moyens de transport sont mobilisés pour transporter les troupes. Mais surtout, il y a un deuxième événement, c'est qu'en mai 1915, les Italiens eux-mêmes rentrent en guerre. Donc beaucoup d'Italiens qui sont à Lyon vont être mobilisés. Hein. Tous les hommes en âge de porter les armes vont être mobilisés. Donc on a beaucoup d'Italiens qui vont quitter Lyon. Par contre, il y en a d'autres aussi qui vont arriver parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. La France a un besoin extrême de main-d'œuvre. Et il y a des hommes, soit trop jeunes, soit trop âgés pour être mobilisés, qui vont venir, et des femmes aussi, qui vont venir à Lyon. D'autant plus que dans la Ciociaria, donc dans cette zone au sud de Rome, il y a un grand tremblement de terre qui va affecter très fortement les villages en 1915. Donc Sora, Rocasec, etc. Tous ces villages sont à moitié détruits en 1915. Donc là aussi, des départs qui sont liés à cette situation. Donc un gros brassage de population qui va quand même remettre beaucoup les choses, qui vont assez transformer cette immigration. Et puis il y a une chose aussi très importante qui va transformer cette immigration, mais après-guerre, c'est l'impact de la guerre sur Lyon. Lyon a été une base arrière pour l'industrie de guerre. Donc, ça a été le grand arsenal de l'armée française. Hein. Lyon était assez loin du front. Donc, on a implanté des usines, on en a développé de nouvelles. Lyon s'est extraordinairement industrialisé pendant la Première Guerre mondiale, en particulier à Gerland, à Saint-Fond, à Vénissieux, etc. etc. Donc, en fait, on a un potentiel industriel à la sortie de la guerre qui est énorme. Et par contre, 1 200 000 morts en France, 5 millions de personnes mutilées, etc. Donc on a un besoin énorme de main-d'œuvre qui fait que l'immigration va reprendre, mais de manière très importante. On a 12 000 Italiens à Lyon en 1914, on en a 28 000 en 1926. Donc une explosion de l'immigration italienne à partir de la Première Guerre mondiale, et une immigration qui va bien sûr aller en direction de Lyon, mais de plus en plus aux marges de la ville, hein, de plus en plus aux marges, hein, en direction de minuscules villages qui sont en train de grossir à vue d'œil, qui sont Saint-Priest, Vaux-en-Velin, Dessines. Ce sont des microscopiques villages hein, à l'époque, hein, il y a quelques milliers d'habitants, mais avec l'implantation de grandes unités de production, ce sont des villages qui vont petit à petit. Alors il y a déjà une partie de la banlieue, hein, Villeurbanne, Saint-Fond, Oulin, qui a commencé à se développer à la fin du 19e siècle, mais là, c'est une deuxième couronne hein, qui se constitue et qui va se développer petit à petit. Hein. On a par exemple, alors oui, j'ai du retard dans mes images. Donc là, c'est une petite carte postale qui vante les mérites de l'entrée en guerre des Italiens aux côtés de la France en 1915. Hein. Ici, on voit justement, en fait, ce sont des noms d'associations italiennes lyonnaises. Et ici, c'est un télégramme. En fait, quand les Italiens ont été mobilisés en mai 1915, il y a des usines qui ont demandé des sursis pour le départ des Italiens, parce que sinon, elles se seraient totalement arrêtées, parce que leur fonctionnement reposait essentiellement sur une main-d'œuvre italienne, tous les Français étant partis. Donc voilà. Mais voilà, et donc là, c'est un banquet qui est fait par les états-mœurs du nord du Piémont pour construire un monument aux morts de leur village. Donc ça, c'est une photo d'un banquet qui se tient à Lyon. Donc on voit à quel point, hein, c'est un minuscule village, hein, quelques centaines de maisons, et on voit à quel point ils étaient nombreux à Lyon à cette époque-là. Par contre, se développe, donc pour revenir à mon propos, hein, se développe une immigration donc dans certaines communes. Hein. Ici, on est devant l'usine Maréchal de Saint-Priest. Donc Maréchal avait une usine à Vénissieux, elle fabriquait des toiles cirées. Pour pouvoir avoir la toile qui permet de faire les toiles cirées, Maréchal crée une énorme unité de production à Saint-Priest, le long de la gare, et importe, en fait, envoie des hommes hein, dans le Frioul, en Vénétie en particulier, dans le Piémont, surtout dans le nord de l'Italie, pour aller recruter de la main-d'œuvre
pour travailler dans cette usine. L'essentiel des ouvriers ici qu'on voit devant l'usine, hein, ce sont des Italiens. On a aussi, voilà, donc ici on est dans le café Martacci de Saint-Priest, hein, où il y avait un jeu de boules à l'arrière du café, et il y a toute une sociabilité italienne, hein, qui se développe dans ces nouvelles banlieues, hein. De même, à Vaux-en-Velin, on va avoir la SAZ, hein, qui s'installe, un soie artificiel du Sud-Est, hein, qui va après s'appeler la TAZ, hein, textile artificiel du Sud-Est, et qui va là aussi avoir une main-d'œuvre essentiellement italienne, hein. En 1926, il y a 700 Italiens qui travaillent à la TAZ. Voilà, donc, et on voit que c'est une population qui arrive, alors souvent jeune, donc qui va avoir énormément d'enfants, hein. Ce sont cette banlieue qui se développe à cette époque-là, c'est des enfants qui sont partout, hein. Donc ici, on est dans les grandes cités de la TAZ, hein, puisque ces entrepreneurs, ces grandes entreprises vont construire des logements pour leurs ouvriers, hein. Voilà encore les enfants des grandes cités de la TAZ, hein. Donc c'est dans le quartier de la Poudrette, hein, à la limite de Vaux-en-Velin et de Villeurbanne. Donc, voilà, donc ici on voit, pour bien comprendre, hein, on a ici donc cette grande unité de production, et donc ces entrepreneurs, mais c'est la même chose pour Maréchal à Saint-Priest, hein, vont construire des maisons autour. Alors ici, c'est les petites cités, c'est surtout le personnel d'encadrement qui va habiter dans les petites cités, et ici, ce qu'on appelle les grandes cités, là, c'est une population ouvrière essentiellement étrangère, hein. Alors, ici, la TAZ va construire aussi des écoles, etc., etc. Va en fait construire tout un ensemble, hein, où vont vivre on est vraiment dans le paternalisme, hein. L'objectif, c'est de fixer cette main-d'œuvre. Et en particulier, par exemple, ils construisent 2 écoles qui sont dans ce quartier-là, hein, une école pour les filles, une école pour les garçons. En 1926, dans ces écoles, il y a 69 enfants français, il y a 169 étrangers, dont 111 Italiens. Donc on voit à quel point ces banlieues qui se développent, hein, ce sont essentiellement les étrangers qui les ont alimentés, hein. Alors pas seulement italiens, hein, mais on voit arriver à partir de 1920 des Arméniens, des Turcs, des Grecs, etc., etc., des Espagnols, beaucoup d'Espagnols. Donc on a aussi une immigration qui se diversifie, mais les Italiens restent la principale, hein, 40% d'Italiens encore parmi les étrangers en 1920. Voilà, donc alors, ces grandes usines construisent des logements pour leurs ouvriers simplement parce qu'il commence à y avoir, se développe, hein, une véritable crise du logement populaire à partir des années 20. On a vraiment beaucoup de mal à trouver, quand on est ouvrier, etc., et encore plus quand on est étranger, à trouver un logement. Alors, le grand patronat construit dans certains cas des maisons pour leurs ouvriers. On a aussi des municipalités qui construisent ou qui vont construire ce qu'on appelait à l'époque des HBM, hein, habitations à bon marché, c'est les ancêtres des HLM. Alors ici, ce sont les HBM de Gerland, qui sont le long de l'avenue Chalamel-Lacour. Là, on voit au fond les anciens abattoirs. Alors, le tout, c'est que les HBM, à l'époque, sont réservés aux Français. Les étrangers ne peuvent pas, sauf à être naturalisés, hein, ne peuvent pas rentrer dans les HBM. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ces quartiers vont se développer, alors ici on ne le voit pas encore parce qu'on est juste à la construction d'HBM, ici vont se développer des immenses quartiers de baraques, donc des bidonvilles, hein, on ne parle pas à l'époque de bidonvilles, mais voilà, donc on a ici, si on le voit là, on a à nouveau, hein, les HBM, voilà, des quartiers immenses, hein, avec des rues, etc. Donc qui sont là, on a là donc la rue Chalamel-Lacour, avenue de Bourg. Puisqu'on est dans une bibliothèque universitaire, on a ici la bibliothèque Denis Diderot, on a l'ENS de Lyon ici. Voilà, donc à l'endroit où est l'ENS de Lyon, c'était essentiellement un quartier de baraques où vivaient surtout des Italiens et des Espagnols, une toute petite minorité de Français, mais c'était surtout... Alors voilà quelques images, hein, donc, comme je vous le disais, hein, des véritables rues qui sont construites dans ces quartiers de Gerland. Hein. Une autre image. Alors ici, on voit ce bâtiment ici. Si on revient en arrière, c'est ce bâtiment-là. Donc l'image qu'on voit, la photo, elle est à peu près prise là, le long de l'avenue de Bourg. Voilà, donc un habitat vraiment fait de briques et de broc. Hein. Et surtout, ce qui est compliqué alors d'une part, vraiment de briques et de broc, hein,
pratiquement pas, bien sûr pas d'électricité, une ou deux pompes à eau pour avoir de l'eau, mais c'est surtout ce qui est problématique dans ce quartier de Gerland, c'est que c'est un quartier qui est sans cesse inondé. Dans ces zones-là, les gens vivent l'essentiel du temps les pieds dans l'eau. Donc extrêmement. D'ailleurs, un certain nombre des gens qui vivent dans les baraques de Gerland vont se déplacer plus en direction de l'actuel 8e arrondissement, dans un autre baraquement qui s'appelle le quartier nègre à l'époque, qui est au sud du quartier des États-Unis. Là aussi, vraiment pratiquement collé au quartier des États-Unis, se développe un quartier. Alors pourquoi quartier nègre ? Parce que traiter de quelqu'un de nègre à l'époque, c'est de dire que c'est quelqu'un qui n'est pas civilisé. Donc ce sont des gens qui ne sont pas civilisés. Hein. Donc voilà, le quartier nègre, c'était aussi dans les expositions coloniales. On reconstituait des sortes de quartiers africains, maghrébins, etc. Donc on appelait ça des quartiers nègres. Et donc là, on est vraiment dans ce type de terme très péjoratif, hein, qui est de dire que ce sont des gens qui sont à peine civilisés. Hein. Donc dans les baraques, les quartiers nègres, on voit ces quartiers de baraques se développer un peu partout, hein, que ce soit à Villeurbanne, que ce soit à Gerland, etc. Prendre de l'importance. Alors là, toujours, hein, une extrême présence de ces enfants. Voilà, à nouveau, avec des petits jardinets quand même, mais avec des conditions de vie qui sont extrêmement difficiles. Alors, cette immigration de l'entre-deux-guerres, elle est pas seulement ouvrière, hein, même si l'immense majorité des gens, des Italiens qui rejoignent Lyon à l'époque, ce sont des ouvriers, hein, ce sont des gens qui viennent pour chercher du travail, hein, pour travailler dans les grandes usines, hein, souvent comme manœuvre. Hein, ils ont souvent des conditions de travail très difficiles. Mais en fait, il n'y a pas seulement une immigration pendant l'entre-deux-guerres, il n'y a pas seulement une immigration de travail, il y a aussi une immigration politique, hein, puisqu'on est à partir d'octobre 1922, Mussolini prend le pouvoir en Italie et on a, dès cette époque-là, les premiers réfugiés politiques qui arrivent, à Paris beaucoup, mais aussi beaucoup à Lyon. Alors à Lyon, en particulier, il y a beaucoup de communistes qui travaillaient dans les usines de Turin, en particulier qui est dans les usines automobiles, qui travaillaient à la Fiat, qui travaillaient à Lancia, et qui vont venir à Lyon simplement parce qu'à Lyon, il y a Luc Cour, il y a Berliet, il y a Rocher-Schneider, il y a pas mal d'usines d'automobiles et c'est à côté. Et donc on va avoir un gros noyau de réfugiés politiques communistes qui s'installent à Lyon. Ah, oui, bah là d'ailleurs en l'occurrence, là j'ai une image que je n'ai pas montrée, c'est un café, parce que là aussi il y a des cafés qui vont se constituer dans les baraques de Gerland. Donc là, c'était le Café Corsetti. Et justement, le Café Corsetti, Corsetti, c'était quelqu'un qui était très proche du Parti communiste. Hein, voilà, donc là, on a le Parti communiste qui s'implante, hein, non seulement parce qu'il y a des migrants qui sont des migrants de travail qui vont rejoindre le Parti communiste, mais aussi parce qu'on a ce gros noyau, hein, en particulier de Piémontais, qui vont s'installer à Lyon. Beaucoup sont installés autour de la place du Pont, hein, de la place Gabriel Péri. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le 3e congrès du Parti communiste italien, qui se tient en 1926, se tient à Lyon. En fait, ce sont en grande partie... Donc voilà, donc là, ici, on a en partie... Alors ça se passe à Poncherrouille, c'est une photo prise à Poncherrouille, parce que certains de ces immigrants, en particulier 2 frères, les frères Giambonnet, sont passés par Poncherrouille avant de venir à Lyon. Et donc les autres qui étaient à Lyon, c'était pas mal de se réunir à Poncherrouille, parce qu'on était assez loin des oreilles policières, etc. Donc ici, on a... Battista Santia, Giuseppe Longo, etc. Donc des gens qui ont joué un rôle très important dans l'immigration politique italienne à Lyon. Un certain nombre sont retournés en Italie, ont été emprisonnés parce qu'ils ont essayé de reconstituer le Parti communiste italien, arrêtés, emprisonnés. Certains sont morts. Voilà, Vitale Giambonnet est mort pendant la guerre d'Espagne. Vitale Giambonnet a été fusillé en Italie. Ce sont des gens qui étaient des militants politiques très, très, très impliqués. Jusqu'à la seconde, y compris jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et certains sont devenus des responsables politiques importants du Parti communiste italien. Voilà, donc des communistes, on a aussi des anarchistes, hein, on a aussi des réfugiés anarchistes, en particulier beaucoup qui viennent de la Toscane. Hein, c'était un gros foyer d'agitation anarchiste juste avant la prise du pouvoir de Mussolini. Et certains vont s'installer à Lyon et créer un Circolo Sacco e Vanzetti, hein, puisque c'est peu de temps après l'exécution de Sacco e Vanzetti aux États-Unis. Il y a eu des grosses manifestations à Lyon de soutien à Sacco e Vanzetti. Hein,
Et donc, ils créent un cercle Sacco Vanzetti, et pendant quelques temps, ils vont publier un journal, Insorgiamo, qui va durer très peu de temps parce que, de même que les communistes italiens, beaucoup vont être tout bêtement expulsés vers l'Allemagne, expulsés vers la Suisse, expulsés vers le Luxembourg, expulsés vers l'Espagne, etc., pour leur action politique. Alors, il y a des militants politiques, des réfugiés politiques, mais ce qu'il faut voir aussi à Lyon, c'est qu'il y a un fascio qui se constitue à partir de 1926. Alors, quand je dis fascio, c'est-à-dire c'est une antenne du parti fasciste qui se crée à Lyon en 1926. Il n'y a pas que des réfugiés politiques, il y a aussi des gens qui sont venus pour travailler, mais qui soutiennent le régime fasciste. Ici, voilà le journal du fascio de Lyon qui s'appelait Il Lavoro, et le fondateur on a sa photo parce qu'il a été, l'année suivante, l'année qui a suivi la fondation du fascio, il a été arrêté pour détournement de fonds, donc il a été expulsé. Donc le fondateur du fascio, Mario Scribante, voilà, donc pendant toute l'entre-deux-guerres, à partir de 1926 et jusqu'en 1940, on a un fascio à Lyon qui va être très actif. Alors l'objectif du fascio, c'est pas seulement de diffuser la propagande de Mussolini, son but, c'est surtout d'isoler la population italienne. L'objectif, c'est de préserver, ce qu'ils disent à l'époque, préserver l'italianité de cette population, donc en évitant son intégration progressive dans la population française et lyonnaise en particulier. Donc tout est fait pour isoler cette population. Donc on va créer tout un tas de structures, déjà absorber toutes les associations italiennes. Toutes les associations italiennes, petit à petit, vont être sous la coupe du fascio. Créer de nouvelles associations, associations récréatives, associations sportives, donc des associations de football, de cyclisme, etc. Des associations pour les enfants. Donc selon leur âge, ils vont être intégrés dans ce qu'on appelle les balillas. De même, les femmes, quand elles vont accoucher, le gouvernement italien leur paye un voyage en Italie pour qu'elles accouchent en Italie et non pas en France. Parce que si elles accouchent en France, leur enfant va devenir français. Si elles accouchent en Italie, l'enfant reste italien. Donc tout est fait pour éviter l'intégration. Donc on a eu des gros conflits entre antifascistes, fascistes, y compris violentes. Et la population italienne a été souvent prise dans ce conflit entre fascistes et antifascistes. Et ça n'a pas toujours été facile, d'autant plus que voilà, on est dans une période de crise économique, de crise de difficultés. C'est pour ça aussi que le fascio, pendant un temps, donne l'impression de mordre sur cette population italienne, mais qui est très fragilisée par la crise économique. Ils vont vers le fascio simplement parce que très souvent, le fascio donne aussi des biens matériels, de la nourriture, des bons de nourriture, etc. Mais en fait, assez rapidement, dès le début des années 30, une bonne partie de l'immigration italienne va plutôt rentrer dans la sphère d'influence des partis ouvriers, en particulier du Parti communiste, qui est très implanté dans les usines. Et on le voit aussi à la participation des Italiens dans les manifestations et dans les grèves du Front populaire. Les Italiens ont été très présents et ont adhéré massivement aux manifestations du Front populaire. Alors ici, on voit, par exemple, les deux personnages qui ont la main levée, c'est Anne-Marie Camusso et Vincent Capezzone. Tous les deux sont italiens. Et là, donc on est à Villeurbanne, donc dans le quartier du Tonquin. Et donc là, ils sont en train de jouer pendant les grèves de 1936. De même, là, ici, on est toujours dans l'usine Maréchal de Saint-Priest, où là encore, beaucoup de femmes, parmi celles qu'on voit ici, sont des Italiennes. Donc, une grosse participation aux grèves de 1936, une grosse participation aussi, une grosse adhésion aussi à la CGT à partir de 1936. Donc voilà, la question politique a vraiment traversé l'immigration italienne pendant l'entre-deux-guerres. Alors, je n'ai pas parlé d'une chose aussi, c'est toute la question religieuse. La religion a joué un rôle important, surtout dans certaines vallées du Piémont, dans la Ciociaria, etc. À partir de 1929, il y avait déjà une organisation caritative italienne qui existait à Lyon, à Gerland, à partir du début du XXe siècle. Mais à partir de 1929, se crée une mission catholique italienne qui va avoir un local, un certain nombre de curés qui vont jouer un rôle dans cette mission catholique italienne. Et on voit quelques images. Voilà, donc la mission catholique italienne, elle va se mettre à essayer de diffuser de l'information. Ici, c'est la Buona Parola, c'est le journal qui crée à partir de cette époque. Alors, la mission catholique a été traversée très clairement, elle aussi, par les questions politiques. Certains étaient partisans des antifascistes.
Giuseppe Bonno ici, qui dirigeait la mission catholique, lui était très proche des fascistes. Donc il y a eu des conflits importants au sein de cette mission catholique qui, pendant l'entre-deux-guerres, est rentrée elle aussi, hein, aspirée par dans la sphère du fascisme. Mais malgré tout, elle a joué un rôle important, hein, dans la structuration d'une parole religieuse au sein de cette immigration. Ici, en fait, on voit il y avait une troupe de théâtre liée à la mission catholique qui jouait des représentations pendant l'entre-deux-guerres. Et surtout, ce qui se passe, c'est que dans certains quartiers à très forte présence italienne, en particulier à Villeurbanne, à Gerland, à Vaux-en-Velin, mais dans d'autres quartiers, la mission catholique italienne pousse à la création d'associations catholiques italiennes locales liées à un saint. Ici, par exemple, on est à la Sainte Famille, à l'église de la Sainte Famille à Villeurbanne. Et à Villeurbanne, en fait, il y a un Saint Roch, hein, qui est acheté en Italie, hein, et qui va être installé donc dans l'église de la Sainte Famille. Et tous les ans, hein, pour le 16 août, hein, puisque c'est la fête de la Saint Roch, il est porté en procession, il est sorti en procession et promené autour de l'église de la Sainte Famille. De même, à Gerland, hein, il y a la procession de la Madonna di Loreto, donc qui va avoir lieu, elle aussi, tous les ans, à partir de 1928-29. Et sinon, dans le quartier de la Poudrette, hein, donc autour de la Taz, on va avoir une festa di Sant'Antonio di Padova, donc Saint-Antoine de Padoue, qui va être fêtée, hein, tous les ans à partir de cette époque-là, au mois de juin. Donc là, c'est le groupe des organisateurs, hein, parce qu'il y a un comité San Rocco, comité Madonna di Loreto, etc. Donc il y a un comité qui se crée. On retrouve Giuseppe Bonno, donc le responsable de la mission catholique italienne, et donc voilà la statue de Saint-Antoine de Padoue. Mais ce qui est important, ce qui est assez impressionnant de voir, voilà, c'est la population qu'il y avait autour. Alors là, c'est uniquement les photos des femmes. J'ai la même photo, mais avec les hommes. Donc on retrouve Saint-Antoine de Padoue ici, hein. On voit quand même une population, ça agrège une population à l'époque qui est assez importante, hein, et qui montre aussi, hein, cette importance de cette population italienne, par exemple ici dans le quartier de la Poudrette, dans les années 1930. Voilà. Donc voilà, un monde associatif, hein, extrêmement compliqué parce que traversé par les questions politiques, mais un monde associatif qui reste quand même très vivant pendant l'entre-deux-guerres. Alors, l'entre-deux-guerres, c'est surtout à partir des années 30 la crise économique, hein. Alors certaines, bon, j'ai montré quelques images quand même. Certaines sociétés, certains Italiens vont quand même avoir certaines réussites économiques, hein. Ici, c'est le Café Nardone, donc qu'on trouve à Saint-Jean, hein. Il y a toujours un Café Nardone à Saint-Jean. Donc, ils s'installent à partir des années 20. Alors qu'ils viennent en fait Ils ont fait un crochet par la Belgique avant d'arriver à Lyon. D'ailleurs, au début, c'est à la glace belge, donc c'est assez marrant. Pourtant, les glaciers italiens sont quand même assez renommés, mais non, au début, c'est à la glace belge. Et sinon, une entreprise qui a joué un rôle important à Villeurbanne, qui est l'entreprise Cavagnolo, donc fabricant d'accordéons, qui va fabriquer les accordéons. Alors, il ne fabrique pas de l'accordéon en grande série, hein, c'est vraiment de l'accordéon de luxe, on va dire. Et les grands accordéonistes français, que ce soit le musicien Jacques Brel, le musicien d'Édith Piaf, etc., tous ces gens-là, une grande partie, pas tous, mais un grand nombre ont joué sur des Cavagnolo qui a été considéré comme un peu la Rolls-Royce, une des Rolls-Royce de l'accordéon. Et donc c'était un immigrant qui arrivait vers 1922, certainement pour des raisons politiques, parce qu'il était quand même pas seulement pour des raisons économiques et politiques, mais c'était quelqu'un qui n'aimait pas du tout le régime fasciste. Et donc, il s'installe à Villeurbanne à partir de cette époque-là. Maintenant, l'entreprise existe toujours, elle est à Bénaud, hein. C'est plus la famille Cavagnolo, il y a eu 3 générations. Mais malgré tout, hein,
Voilà, ça fait partie des belles réussites. Mais les années 30, c'est surtout la crise économique. Donc beaucoup d'Italiens qui se retrouvent au chômage dans des conditions extrêmement difficiles. Certains qui rentrent en Italie à cause à la fois de la xénophobie qui se remet à se développer du fait de la crise économique, parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Donc voilà, une période très difficile, une xénophobie qui remonte, qui se redéveloppe avec à nouveau des pétitions, des manifestations, des comités des chômeurs français par exemple, qui refusent de réunir en leur sein des Italiens, des syndicats français qui se reconstituent, etc. Et qui va à nouveau se terminer par des saccages de magasins le jour, alors j'ai plus la date, le 10 juin 40. C'est le 10 juin 40, c'est Mussolini qui déclare la guerre à la France. Et le soir du 10 juin 40, ça s'est terminé par le saccage à nouveau d'une quarantaine de magasins italiens. Ici, on voit le Banco di Roma qui est saccagé, mais c'est à nouveau une quarantaine de magasins. Alors ça a duré qu'une nuit parce qu'on est on est en guerre, on est en guerre contre l'Allemagne, en guerre contre l'Italie. Donc les autorités aussi bien civiles que militaires n'ont pas du tout envie de voir se développer ce type de manifestation. Donc tout de suite, les manifestants sont menacés des tribunaux militaires. Donc ça met assez rapidement fin au saccage, mais à nouveau un redémarrage de violence anti-italienne. Donc la guerre, la Seconde Guerre mondiale, est extrêmement difficile pour les Italiens parce qu'ils sont, contrairement à la Première Guerre mondiale, ils font partie d'une nation qui est ennemie. Donc beaucoup vont rentrer à partir de 1940. Un certain nombre vont aussi être naturalisés pour une raison simple. Bon, pour eux, c'est plus simple, ils deviennent français, mais c'est aussi que la France, face à l'Allemagne, n'a pas du tout les troupes suffisantes pour s'aligner face à l'Allemagne. Donc à partir de 1939, la France va naturaliser massivement toutes les familles italiennes qui ont des enfants en âge de porter les armes. Donc il va y avoir une naturalisation très importante. Alors, donc des difficultés, ça n'empêche pas qu'un certain nombre d'ouvriers en particulier, parce que ce sont pratiquement tous des ouvriers italiens, vont quand même rejoindre les rangs de la résistance. Ici, c'est quelqu'un qui s'appelle Tita Cois, Giambattista Cois, qui a été fusillé à Villeurbanne. Il était de Vaux-en-Velin, qui a été fusillé à Villeurbanne en 1944. Mais on pourra en citer pas mal de ces ouvriers qui ont participé à la résistance dans les différentes organisations de résistance, dont un certain nombre, heureusement, n'ont pas été fusillés, mais il y en a quand même un certain nombre, comme Luc Ricci, qui était originaire de Roccasecca. Donc, Giambattista Cois était originaire de Frioul, Luc Ricci originaire de Roccasecca, donc dans la province de Frosinone, etc. etc. Donc, malgré tout, ça n'a pas suffi. Dès 1945, quand on reprend l'immigration italienne, il y a beaucoup d'Italiens qui vont subir des violences à la fois de la part de la police, de la part d'habitants français, de Lyon, pour être voilà, en les insultant de fascistes, etc., etc. Donc ça n'a pas été, même après-guerre, ça n'a pas été facile. Alors, dès la fin de la guerre, l'immigration reprend, une troisième grande vague d'immigration. Il y avait 28 000 Italiens à Lyon en 1930. Il n'y en a plus que 14 000 en 1945. On voit la décroissance, alors qui est en partie artificielle du fait des naturalisations, mais qui est quand même importante, parce qu'il n'y a pas 14 000 naturalisés entre-temps. Il y en a beaucoup qui sont partis. Beaucoup vont revenir assez rapidement, en particulier de ceux qui viennent de la province de Frosinone, pour une raison simple. Au sud de la province de Frosinone, on a Cassino. Cassino, c'est le point où les Allemands ont essayé d'empêcher la remontée des troupes alliées pour prendre Rome. Donc il y a eu des affrontements pendant plusieurs mois autour du Monte Cassino. Et donc toute la région, toute la Ciociaria a été bombardée, pas toute, mais une grande partie de la Ciociaria a été saccagée, bombardée, etc. Donc beaucoup de gens de cette région se retrouvent dans des camps de réfugiés à Rome, à Naples, pendant des fois plusieurs mois, voire plusieurs années. Et un certain nombre d'entre eux vraiment à mendier dans les rues, donc vraiment des situations extrêmement difficiles. Donc la seule solution pour s'en sortir, c'est de partir. Donc beaucoup vont revenir à Lyon ou venir à Lyon. Donc on a une reprise très forte de l'immigration tchétchare. L'immigration piémontaise a pratiquement disparu à cette époque-là. Par contre, à nouveau, de nouvelles filières migratoires qui apparaissent. Et cette fois-ci, ce sont vraiment surtout, alors en grande partie,
des filières méridionales. C'est vraiment le Mezzogiorno, le midi, le sud de l'Italie, qui se met à rejoindre Lyon. Donc on a la Sicile, en particulier la province de Caltanissetta, donc vraiment le centre de la Sicile. On a donc une commune, en particulier Montedoro, qui a envoyé énormément d'Italiens à Lyon, en particulier à Dessine, à Vaux-en-Velin. On a la Sardaigne, la province de Nuoro, donc là aussi dans le centre de la Sardaigne. On va avoir des villages de Calabre comme Petilia Policastro, San Giovanni in Fiore, des villages des Pouilles, en particulier San Severo, et les villages du Gargano, etc., etc. On a aussi les Abruzzes, la Campanie. Certains reviennent de Tunisie après l'indépendance. Ce sont souvent des Siciliens qui sont installés en Tunisie au moment de l'indépendance, qui sont obligés de quitter la Tunisie, et un certain nombre vont s'installer à Lyon. On a aussi beaucoup de gens qui viennent du nord-est de l'Italie, qui sont encore des régions qui sont en très grande précarité en 1945 et dans les années qui suivent, en particulier la province d'Udine dans le Frioul et la province de Vicenza en Vénétie. Donc à nouveau, une immigration qui reprend, qui va faire qu'en 1962, on est remonté à peu près à 28 000 Italiens à Lyon. Ça reste encore la principale immigration. En 1962, la principale immigration à Lyon, ça l'était déjà un siècle plus tôt, c'est encore les Italiens. Donc c'est vraiment une domination de l'immigration italienne. C'est la fin. C'est à partir des années 60 que de nouvelles immigrations, qui ne sont pas nouvelles, pas si nouvelles que ça, vont dépasser l'immigration italienne. Alors, une extrême diversification de l'immigration italienne, elle n'a jamais été aussi diversifiée, et un complet renversement entre le 19e siècle, où on était vraiment une immigration septentrionale, et encore vraiment le nord du Piémont. Là, on a eu essentiellement une immigration du sud de l'Italie. Donc vraiment un retournement en un siècle entre le sud et le nord du Piémont. Alors il s'agit là encore d'une immigration essentiellement ouvrière, donc plus d'une immigration politique. Le fascisme n'existe plus. Alors qu'ils viennent travailler dans les grandes usines, mais qui viennent aussi beaucoup dans le bâtiment. Le bâtiment a toujours joué un rôle important dans l'immigration italienne, mais là, ça va vraiment être le grande époque du bâtiment, et en particulier la maçonnerie. L'image du maçon italien à Lyon, elle commence à être vraie uniquement à partir des années 1920, mais par contre, elle est véritablement, c'est plus une image d'Épinal, c'est la réalité à partir des années 50, 40, 50, 60. On a énormément d'Italiens qui viennent travailler sur les chantiers. J'aime bien cette image. Donc Rocco Altamura, originaire des Pouilles, qui vient à l'âge de 17 ans travailler. Donc il est embauché par Pitence. Il va faire toute sa carrière chez Pitence. Il commence comme manœuvre et il va suivre des cours du soir et il finit. Je ne sais plus exactement, mais il va encadrer des gros chantiers, conducteur de travaux. Il finit conducteur de travaux à la fin de sa carrière. Donc, ça a été des très belles, dans beaucoup de cas, des très belles progressions de carrière, toujours dans le monde ouvrier, mais avec une évolution de carrière très importante, puisqu'on n'a pas le phénomène de crise économique comme à la fin du 19e siècle, comme dans les années 30. On est vraiment pendant les 30 glorieuses, donc une aspiration sociale extrêmement forte. Voilà encore d'autres ouvriers. Alors, par contre, là, c'est c'est Nicolas Franchella. Nicolas Franchella, lui, il est tombé du 4e étage d'un chantier. Donc, c'est aussi ça la réalité du chantier. C'est la réalité du travail dans les usines et il a dû abandonner le métier de maçon. Il faisait des coffrages. Il était maçon coffreur. Ici, on le voit en train de coffrer un escalier. Il était maçon coffreur et il a dû cesser son travail, changer de métier, parce qu'il n'était plus capable, après ces chutes de 4 étages et les multiples opérations au pied qu'il a dû subir, de travailler sur les chantiers. Donc c'est ça aussi la réalité. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices de la part de ces gens pour arriver à obtenir cette progression petit à petit sur les chantiers du bâtiment. Et on est toujours aussi dans une période d'extrême difficulté pour se loger. Les années 50, il faut vraiment attendre les années 60. Je veux dire,
on a quand même de multiples témoignages et appels, en particulier en 56, pendant cet hiver extrêmement froid où des gens ont beaucoup de mal à se loger. Et effectivement, ne serait-ce que les ouvriers du bâtiment, souvent, c'est les casernements, c'est les baraques, c'est les baraquements. Mais moi, j'ai des témoignages de gens qui ont dormi dans des caves, qui ont dormi dans des baraques à lapins, qui ont dormi dans tout ce qu'ils pouvaient trouver à cette époque-là, du fait de la extrême difficulté pour se loger. Et l'appel de main-d'œuvre aussi dans le bâtiment, ça va être les grands chantiers des HLM, les restructurations des centres-villes, etc. Donc là, c'est pour ça, ces grandes barres de HLM répondent à un véritable besoin à l'époque, qui est une crise du logement, mais extrêmement violente. Et d'ailleurs, ça va pousser un certain nombre d'ouvriers à construire eux-mêmes leur maison, alors toujours de plus en plus loin, à la limite de la ville, au plus loin de Vaux-en-Velin, de Vénissieux, vraiment à la limite la plus extrême. Ici, on est à Vénissieux. Ce sont des tchotchars qui construisent leur maison. Alors là, en fait, il y a plusieurs familles qui se réunissent. Et là, en fait, ils sont en train de boire un coup parce qu'ils ils sont en fait sur le toit de leur maison, de la maison d'une des familles. Ils ont mis la maison hors d'eau, donc ils fêtent cet événement. La maison est enfin protégée des intempéries. Donc, on a beaucoup de phénomènes de familles qui se réunissent, qui vivent d'ailleurs de toute façon les unes sur les autres, dans des portions très vraiment à la limite de la ville, et qui vont se retrouver aussi. C'est toute une sociabilité. Là, on a au moins 4 ou 5 familles qui sont réunies à Noël autour d'un jeu de cartes, autour des parents, etc. Et plusieurs générations. À nouveau, le partage. Donc ça a été souvent dans ces quartiers des pratiques de solidarité extrêmement fortes. On a aussi, dans ces solidarités, on a aussi beaucoup d'associations qui vont se créer, en particulier des associations d'originaires. Les Siciliens créent leurs associations. Par exemple, ici, on a Nouvelle-Italie, Montedoro. On a aussi le Cercle franco-italien à Vaux-en-Velin qui réunit essentiellement des Siciliens. On va avoir les Frioulans qui créent le Fogolar Furlan. On va avoir le cercle Vicentini, donc les gens de Vicenza, etc., etc. Donc en fait, tout un tas d'associations qui se reconstituent, qui sont surtout des associations d'originaires, qui vont avoir une grande vitalité à cette époque-là. La mission catholique aussi qui reprend de la vigueur, qui va jouer un rôle assez important pour les migrants proches de milieux catholiques. Donc on est dans un moment en plus où les liens avec l'Italie sont quand même assez forts parce que on a les congés payés, donc on peut rentrer. D'autre part, avec la démocratisation et avec le travail de ces gens, il y a la possibilité d'accéder à une automobile. Ici, une petite Fiat 600, c'est pas la Fiat 500, c'est la Fiat 600, qui va permettre de rentrer au pays et donc d'avoir des liens réguliers avec le village. Et d'ailleurs, ce qui pousse, une autre image, Recassec, une fille d'immigrants qui a monté une trattoria italienne à Villeurbanne et qui se retrouve pendant les vacances. Alors ça a obligé d'ailleurs, c'est assez marrant parce que par exemple la fête de la Saint-Roch qui avait lieu le 16 août à Villeurbanne, c'est plus possible de faire la fête de la Saint-Roch le 16 août. Donc la fête de la Saint-Roch, elle a été délocalisée en octobre. Elle a duré jusque dans les années 60-70. Et je voudrais justement terminer par... alors si j'arrive à lancer ma petite... voilà, je voudrais juste terminer. Je ne vais pas aller plus loin sur cette dernière vague d'immigration. Je voudrais juste terminer par une toute petite vidéo qui dure 1 minute, pour montrer la fête de la Saint-Roch. Elle a duré jusqu'à peu près au début des années 70. Et donc... on voit, alors c'était quelque chose qui a eu... là, on est vraiment à toute fin. À mon avis, ça commence à être une fête qui commence à rentrer en décadence. Mais à une époque, elle a regroupé des centaines et des centaines de personnes. Les Italiens venaient de Rio de Gier, etc. Surtout, en particulier, les Italiens de la province de Frosinone. Voilà, donc je vais vous montrer juste cette petite... Voilà, donc là, on est devant l'église de la Sainte Famille. Donc alors on voit bien le ruban auquel on accroche des billets qui vont permettre, qu'on fait un don. Il y avait un terrain de foot le long de l'église de la Sainte Famille et on se réunissait. Alors
Le comité Saint-Roch organisait aussi, donc elle payait une fanfare. Quand ils avaient un peu de sous, ils faisaient venir la fanfare d'Italie. Quand ce n'était pas le cas, bah, c'était des fanfares locales. Et c'était toute une journée de fête, y compris, il y avait tout un tas de... Voilà, donc, donc la statue était portée en procession sur le terrain de foot, hein, le long de... Mais c'était qu'un des moments, hein, de cette fête, qui était devenue plus une fête populaire, hein, où on allait voilà, manger, acheter des choses, faire des cadeaux, etc. Donc là, les gens s'arrêtent parce qu'il y a une messe en plein air, hein, qui est dite par un prêtre. Alors là, je ne sais pas si c'était, mais c'était souvent un prêtre italien voilà, donc ça, c'est une statue qui a été... parce qu'en fait, il y a un Saint-Roch dans l'église de la Sainte-Famille, il y a un Saint-Roch qui a été sculpté par le sculpteur Salandre, mais c'est un gros bloc de marbre où le Saint-Roch il sort à peine de son bloc de marbre et ça n'allait pas du tout pour la ferveur populaire. Alors j'aime bien cette image de cet enfant voilà, qui se cache, mais on va le voir sortir tout d'un coup. Voilà, voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Voilà, c'est cette famille Altamura, donc cet ouvrier arrivé de Dépouille, qui est devenu ouvrier du bâtiment chez Pitens, qui filmait, qui faisait des petits films. Voilà.